Bonjour et bienvenue à Ethnews TV. Vous êtes aux entrevues de Tom Galati, votre émission d'échange et d'analyse politique, économique et sociale. Pour commencer, je voudrais saluer et remercier toutes les personnes qui nous suivent depuis la naissance de cette télévision en ligne. Et nous recevons depuis quelque temps des messages nous demandant par rapport aux invités que nous recevons, est-ce que Ethnews TV est une télévision qui soutient que l'opposition? Non, il n'en est pas question, ce n'est pas le cas, je vous le rassure. Nous traitons les questions politiques, économiques et sociales et nous sommes ouverts à toutes les tendances et pas seulement à la Côte d'Ivoire, au monde entier. Avec la participation, avec la facilitation de la section FPI de Toronto, Ethnews TV Africa reçoit sur son plateau en ligne depuis Abidjan, nous sommes au Canada, M. Daï Nestor, secrétaire national de la JVFPI, président de la jeunesse de EDS et président de la coalition des jeunes de l'opposition ivoirienne. Bonjour, M. Daï Nestor. Vous le soyez très bien. Ok, je vous reçois 5 sur 5 maintenant, c'est bon. Bonjour, M. Daï, comment vous allez? Bonjour, je vais très bien, merci. D'accord, ok. Le thème de cet entretien, de cette entrevue, je vous remercie déjà d'avoir accepté cette entrevue sur notre télévision. Et je sais que vous êtes un homme qui a un calendrier très chargé, un homme politique avec ce qui arrive en Côte d'Ivoire, les élections législatives, tout ça. Le thème d'aujourd'hui à discuter, ce sera de la désobéissance civile aux élections législatives. Monsieur Daï, vous êtes, comme en introduction, je l'ai présenté, un membre très actif du FPI. On ne saurait parler du FPI et de l'opposition en Côte d'Ivoire sans penser au président Laurent Gbagbo. Est-ce que vous avez des nouvelles de lui? Comment il va? Oui, merci. Je voudrais déjà rassurer tout le monde entier que le président Laurent Gbagbo va très bien. Il va bien et il est donc dans une disposition d'esprit de regagner très rapidement la Côte d'Ivoire depuis le mois de décembre dernier, où il a donc reçu ses 2 passeports ordinaires et diplomatiques. Ce mercredi 24 février à Abidjan, il a instruit donc le secrétaire général du parti Assoadou, qui va donc officiellement dire au monde entier le comité d'organisation qui sera donc publié et la date de son retour en Côte d'Ivoire. Oh d'accord, ok, ça a été fait il y a juste quelques jours. Il a instruit le secrétaire général. Oui, et donc mercredi prochain, le 24 février, le comité d'accueil sera rendu public et la date de son retour sera également rendue publique. Ok, la semaine prochaine. Oh, c'est super. Parce qu'on a vu dans certains tabloïds, il paraîtrait que le président Laurent Gbagbo aurait décidé d'ajourner son retour et qu'il ne serait pas pressé de revenir. Donc, ce qui n'est pas vrai. Non, cette information n'est pas juste. Le président Laurent Gbagbo est donc dans une disposition d'esprit de regagner rapidement la Côte d'Ivoire et nous travaillons à cela. Nous avons déjà donc mis un comité d'accueil en place qui sera donc public le mercredi prochain. Quel est son état d'esprit en ce moment, M. Daï Nestor, l'état d'esprit du président Laurent Gbagbo? Non, il a le moral. Moi, je l'ai vu l'année dernière à Bruxelles. J'ai vu un homme debout, un homme donc engagé et prêt à toujours mener le combat pour la restauration de la démocratie et la souveraineté des peuples africains. D'accord, ok. Merci pour cette information. Revenons à vous, vous qui êtes invité aujourd'hui, M. Daï Nestor. Dites-nous, que faisiez-vous avant la politique et depuis combien de temps êtes-vous dans l'arène politique? Bon, nous, on a commencé par le syndicalisme de la Fédération étudiantine scolaire de Côte d'Ivoire. Donc, moi, je suis entré en politique en 1999, élection du camarade Damana Picasse à la table. Suite à cela, nous sommes donc de Côte d'Ivoire pour directement rejoindre la jeunesse du Front populaire ivoirien. Donc, depuis 1999, je suis donc responsable dans les différents bureaux de la JFPI, d'abord en tant que secrétaire de section, ensuite en tant que membre du bureau national de JFPI, et aujourd'hui, depuis 2015, je suis le premier responsable de la jeunesse du JFPI en Côte d'Ivoire. Ok, donc vous faites la politique depuis, depuis l'université. Vous êtes trouvé un peu... Oui, depuis l'université, ça veut dire que j'ai appartenu à des associations syndicales, dont la FESI, et puis, bon, avec, comment dirais-je, quand on finissait donc nos études universitaires, c'est-à-dire dans les années 2000, nous avons donc rejoint notre parti politique, le Front populaire ivoirien. D'accord, ok.
Dites-nous, vous avez purgé, pour ceux qui ne le savent pas, vous avez purgé 30 mois de prison et en êtes sorti le 10 janvier 2018, c'est bien ça, 30 mois. Votre président... Oui, oui. J'ai été arrêté le 7 juillet 2015, mission mandat de 14. Après cela, j'ai été transféré Manu Militari au camp pénal de Bouaké où j'ai fait 6 mois. Après le camp pénal de Bouaké, j'ai été transféré à la prison de Katiola où j'ai fait 2 mois. Après la prison de Katiola, j'ai été transféré à la Maka où j'ai passé 8 mois. Et c'est exact, j'ai été donc libéré fin de peine le 10 janvier 2018. D'accord. Le président fondateur de votre parti, l'ex-président de la Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, lui a été aussi plusieurs fois en prison, ainsi que son vice-président d'alors et bien d'autres membres. Dites-nous, est-ce que faire de la politique au FPI, c'est un passage obligé, la prison? Qu'est-ce que vous en pensez? Non, ce n'est pas un passage obligé. La politique n'est pas synonyme de prison. Mais c'est en Afrique où nous sommes donc dans des États qui ne sont pas trop démocratiques, où la démocratie n'est pas une réalité que nous observons ce genre de trucs. Donc pour nous, faire de la politique n'est pas forcément synonyme de prison. Mais malheureusement, ici dans nos pays africains, revendiquer et exiger des droits, parler et revendiquer la liberté d'expression est comme un délit. Donc, c'est pourquoi que malheureusement, la divergence politique, la divergence d'opinion est souvent condamnée dans nos pays africains. Je crois que c'est dommage, mais notre génération a ce défi-là à relever pour que la divergence d'opinion soit de mise. C'est ça qui fonde vraiment le socle de la démocratie. Ok. Comment se porte le FPI aujourd'hui, en général? Dites-nous, M. Daï. Oui, le FPI se porte très bien. Nous avons donc, nous venons de 2011 et après l'étape de 2011, nous avons connu les difficultés de 2014-2015 pour repositionner le FPI sur sa ligne souverainiste. Je crois qu'aujourd'hui, en 2021, je puisse affirmer que le FPI est un parti grand, un parti conquérant, qui a décidé donc de participer à ces élections législatives pour démontrer donc aux yeux de l'opinion que nous sommes un parti fort et que nous allons rapporter le maximum de sièges pour avoir la majorité au Parlement avec l'ensemble des partis de l'opposition. D'accord. Si ça ne vous dérange pas, je sais qu'en Côte d'Ivoire, avec cette heure-là, le soleil commence à se coucher. Vous pourrez mettre la lumière dans la voiture, comme ça on pourra vous voir facilement, si c'est possible. D'accord, merci monsieur. Merci monsieur Dainelson. Ok, on va continuer par une autre question. La désobéissance civile, on se souvient, vous étiez l'un des piliers qui a fait, vous faisiez partie du groupe qui a milité pour ce slogan-là, la désobéissance civile, pardon. Quelles étaient en fait les motivations du mot d'ordre et de cette désobéissance civile? Oui, au départ, je vais dire que c'était des manifestations contre le 3e mandat anticonstitutionnel de M. Alassane Ouattara, le président sortant d'alors. C'est nous, les jeunes de Côte d'Ivoire, qui avons donc dit que ce n'était pas bon pour l'avenir de la Côte d'Ivoire, du point de vue même démocratique, qu'un chef d'État puisse piétiner la Constitution. Donc, le 11 août 2020, j'ai donc appelé tous les jeunes de Côte d'Ivoire au rassemblement, au siège du PDCI-RDA, où j'ai animé un point de presse, demandant donc aux jeunes de faire barrage à cette volonté de piétiner la Constitution en voulant, coûte que coûte, faire un 3e mandat. Je crois que c'est à la suite de cela que les leaders d'opinion et des partis politiques nous ont rejoints en septembre, c'est-à-dire pratiquement un mois plus tard, pour redéfinir ce combat et pour le rebaptiser, comment on appelle ça, désobéissance civile. L'objectif de ce combat, de cette lutte, c'était de ne pas reconnaître, comment dirais-je, le 3e mandat de Alassane Ouattara. Et donc, on a appelé le peuple de Côte d'Ivoire à ne pas se reconnaître dans ce mandat et à ne pas se reconnaître dans ces élections. Je crois que le 31 octobre au soir, tous les observateurs, selon toutes les opinions du monde, ont compris qu'il n'y a pas eu d'élection en Côte d'Ivoire. Notre mot d'ordre a donc été attendu et la voix du peuple s'est fait entendre parce qu'il y a eu moins de 8% de participation à ces élections-là. Si on était dans un pays sérieux, un pays démocratique, on aurait donc repris tout parce que la majorité des Ivoiriens, environ 92% ne se sont pas exprimés, ont boycotté le scrutin du 31
octobre dernier à la demande donc de la majorité des responsables de l'opposition. Est-ce parce que les Ivoiriens avaient peur de sortir la preuve? On dit officiellement qu'il y a eu 85 morts, d'autres disent plus de 200. Est-ce que c'est parce que les Ivoiriens avaient peur de sortir, de ne pas se faire tuer, qu'il y a eu moins de... Le taux était très bas, ou vous pensez que c'est le succès de votre appel à la désobéissance civile? Les Ivoiriens, de cette majorité, se sont reconnus dans le mot d'ordre qu'on avait lancé et ils ont respecté ce mot d'ordre. Oh, d'accord, ok. Donc, malgré cela, le président a été reconduit, il a été réélu, il conduit aux affaires. Et quel bilan faites-vous de cette désobéissance civile? Est-ce que ce n'est pas un peu un échec? Non, pour nous, ce n'est pas un échec. Pour nous, ce n'est pas un échec parce que les Ivoiriens nous suivent. Les Ivoiriens ont resté le mot d'ordre. Les Ivoiriens sont avec nous dans la grande majorité. On ne peut pas parler d'échec dans la mesure où les élections, comme je le disais tout à l'heure, ne se sont pas déroulées. Il n'y a pas eu d'élection en Côte d'Ivoire le 31 octobre dernier. Il y a eu moins de 8% de la population qui s'est sentie concernée par ces élections. Si on était dans un pays sérieux, on était dans un pays démocratique, j'avoue que ces élections-là allaient être donc reprises, puisqu'en réalité, il n'y a pas eu d'élection. Ok, les élections législatives arrivent, l'opposition, on le constate, pas en rang dispersé. Il y en a qui ont décidé de ne pas se présenter. En l'occurrence, on peut citer Mme Gbagbo et d'autres têtes pensantes aussi de l'opposition. Et il y en a qui ont décidé d'aller au vote, de se présenter. Comme vous, par exemple, on va en parler tout à l'heure. À quoi est-ce que vous attendez quand vous partez comme ça, exactement aux sorties de cette... à quoi vous attendez concrètement aux sorties de ces prochaines élections-là, quand cette opposition-là part en rang décousu? Non, l'opposition, dans sa grande majorité, part en rang serré. Parce que le CDRP et EDS sont ensemble. Dans 104 circonscriptions électorales, nous avons trouvé donc un consensus sur des candidatures. Évidemment, il y a que dans certaines localités, il n'y a pas eu de consensus et c'est normal que, bon, malheureusement, pas normal, mais malheureusement, on a constaté que des candidats vont s'affronter dans certaines localités. Soit dans la plupart des localités, nous avons dégagé des consensus et le CDRP et EDS se sont attendus et travaillent ensemble en cela. Je crois qu'il n'y a pas de grand risque. L'opposition où nous allons à ces élections-là est à mesure de remporter la majorité au Parlement. D'accord. Donc, ça dit que vous allez à des élections que vous pensez qui seront transparentes et équitables. Oh, c'est notre souhait. Mais vous savez que ce n'est pas parce que les élections sont transparentes et équitables qu'on doit y participer. Il faut plutôt participer à ces élections pour que, à la longue, l'Assemblée nationale puisse être de notre côté pour, comment dirais-je, améliorer les conditions des élections, pour améliorer même le code électoral, pour améliorer même, comment dire, la condition ivoirienne en matière donc électorale. Parce qu'il y a beaucoup de déchets qui y sont. Aujourd'hui, EDS n'a pas encore siégé à la commission électorale indépendante, centralement d'ailleurs. Or, ça faisait partie des derniers accords. Mais jusque-là, le pouvoir refuse et traîne les pas à faire donc, comment dire, faire prêter serment à Demba Traoré, qui a été désigné par notre parti pour nous représenter à la commission centrale. Voilà, il y a beaucoup de difficultés, mais nous estimons que c'est des difficultés qui sont sur la route de la liberté et de la démocratie. C'est à nous de surpasser ces difficultés pour aller à la recherche donc de la victoire. On ne dit pas que c'est facile et que ça sera ouvert démocratiquement. Le pouvoir en Afrique, il est connu de tous que ce pouvoir va chercher donc à tricher, va chercher donc à corrompre, va chercher donc à ne pas donner les vrais résultats. Mais c'est à nous de nous battre. La liberté en Afrique, elle est toujours permanente et la liberté pour la démocratie, c'est une lutte permanente. Je crois que nous sommes en lutte. Le fait de participer à ces élections, c'est une manière de lutter, c'est une manière de ne pas se décourager, c'est une manière de chercher à créer le contre-pouvoir donc, au pouvoir Ouattara qui est d'ailleurs illégitime. Voilà un peu ce que nous pouvons dire. D'accord, ok. Je reviens un peu avec les relations à l'intérieur du FPI Gbagbo, la branche Gbagbo, et puis FPI, la branche Afi N'Guessan. Nous constatons, vous allez me le dire,
que la guéguerre FI et FI Gbagbo ressurgit avec la récente mission de représentation du ministre Afi Nguessan aux funérailles de l'ancien président ghanéen Jerry Rawlings, et aussi avec la dernière sortie du ministre Moïse Lida Kwasi concernant la méfiance qu'il a de Afi Nguessan. Donc, dites-nous, comment se sent, je reviens encore sur la question, comment se sent, quels sont les rapports avec ces deux branches aujourd'hui? Est-ce qu'il aura, vous annoncez là le retour imminent de Laurent Gbagbo. Est-ce que ce retour-là va souder les liens ou comment vous entrevoyez les relations de ces deux branches du FPI? Ok, merci. Je crois que nous espérons bien que le retour de Laurent Gbagbo va accélérer donc le rapprochement. Parce que ce qui est humainement possible a été déjà fait par le président Laurent Gbagbo et par nous-mêmes. Je rappelle qu'en début d'année, dernière, le président Gbagbo a reçu Afi Nguessan à Bruxelles, malgré donc toutes les saletés qui ont été dites par Afi Nguessan. Le président Gbagbo l'a reçu. Il a donc reçu une deuxième fois avec, Assou Adou. Et il a dit à Assou Adou de continuer le débat en Côte d'Ivoire. Donc, nous étions ici. Et je rappelle déjà que la délégation qui a été faite par Laurent Gbagbo pour discuter avec le camarade Afi, on était 6 désignés par Gbagbo Laurent. Je faisais partie de cette délégation. Donc, j'étais là au compte de la jeunesse et donc, je sais ce qui s'est passé dans les discussions. Le préambule des discussions était clair. Le préambule disait que les présidents de discussion avaient donc pour but de remettre le parti à Gbagbo Laurent lors d'un congrès unitaire. On était d'accord dessus. Le deuxième point du préambule, c'est que chaque parti continuait de mener ses activités jusqu'à ce que la réunification soit faite. C'est-à-dire qu'on ne dépasse pas nos activités. Là aussi, on était d'accord dessus. Donc, nous, on a continué à travailler. Entre-temps, lorsqu'on faisait cela, lorsqu'on faisait les discussions, chaque jeudi que ça se passait, nous, on était en discussion avec le PDCI-RDA. De sorte que, lors d'une discussion, la veille, on a conclu un accord avec le PDCI. Un mercredi, je crois. Le jeudi arrive pour commencer les discussions. Le camarade Afi Nguessan estime que les accords qu'on a signés avec le PDCI devaient attendre les conclusions de notre discussion pour l'unité du parti. Nous lui avons dit non. Avant d'entamer même les discussions de l'unité, on a mis en préambule que chaque parti continuait ses activités en vue de préparer les élections à venir. Donc, s'il y a un accord qu'on signe avec le PDCI et que demain on est unis, mais c'est tout le FPI qui sera donc dans l'accord avec le PDCI. Afi n'a pas accepté cela et il a claqué la porte. C'est depuis ce jour que les discussions pour l'unité se sont arrêtées. C'était en très bonne voie. Bon, on n'a pas compris, c'était donc maîtrise que nous avons fait séance tenante depuis un président Laurent Gbagbo qui a dit qu'il allait l'appeler pour continuer à discuter. Donc voilà un peu dans quelle disposition d'esprit nous sommes. Nous sommes ouverts parce que la réunification en réalité nous arrange et nous sommes pour la réunification du parti. Mais on ne peut pas obliger quelqu'un à venir faire la réunification. Donc, nous sommes ouverts, nous attendons. Peut-être que l'arrivée du président Laurent Gbagbo va encore booster d'autres rencontres dans le sens de l'unification de notre parti. Nous avons donc conscience que c'est uni, que nous sommes plus forts et nous ferons tout pour rester unis. Ok, donc vous venez de dire, M. Daï Nostok, que le président Laurent Gbagbo allait contacter M. Afi Nguessan. Vous confirmez qu'ils sont souvent en contact? Oui, ils étaient à l'époque, quand Afi a quitté Bruxelles, ils sont restés, puisque quand chaque fois on discutait, Afi se référait aussi au président Laurent Gbagbo. Nous aussi, on se référait au président Laurent Gbagbo. Le président nous appelait pour dire, bon, pour telle chose, vous pouvez donc procéder, pour telle chose, vous pouvez... Donc, on parlait, franchement, jusqu'à ce que Afi puisse claquer la porte. Et depuis ce temps, bon, jusque-là, on n'a plus de suite. Mais nous continuons de parler avec le président Laurent Gbagbo, mais je ne sais pas si la relation avec Afi est toujours restée intacte. Je ne peux pas le confirmer, parce qu'Afi et nous ne nous voyons plus. D'accord. Continuons toujours sur la lancée de la réconciliation parce que la Côte d'Ivoire en a vraiment besoin. Le président Alassane Ouattara a créé un ministère de la réconciliation dont il a désigné, M. KKS a été désigné, KKB, pardon, KKB. M. KKB a été désigné ministre en charge de pour conduire cette réconciliation-là. Donc, c'est un geste fort du président Alassane Ouattara. Qu'est-ce que vous en pensez, le choix de KKB et la création de ce ministère de réconciliation et aussi notamment, la décision de laisser revenir certains membres de l'opposition qui sont au Ghana depuis plus de 10 ans, qui sont en direction d'Abidjan si d'autres ne sont pas déjà rentrés. Qu'est-ce que vous en pensez?
personne de KKB qui est le souci. C'est d'abord quand le chef de l'État reconnaît. Quand le chef de l'État reconnaît qu'il n'y a pas de réconciliation. Or, cela, il a toujours nié. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans de cela, il a dit que la Côte d'Ivoire a été réconciliée, on n'avait pas besoin de réconciliation. Si en 2020, il crée un ministère c'est de la réconciliation, c'est qu'il y a du travail à faire concernant la réconciliation. Donc nous, ça nous réjouit. C'est nous qui avons fait les caravanes pour dire non, réconcilions-nous d'abord. Si aujourd'hui le chef de l'État nous rejoint, je crois que c'est ça qui est le plus important. En créant le ministère de la réconciliation, ça veut dire que les Ivoiriens ont besoin de réconciliation, que les Ivoiriens ne sont pas réconciliés. La personne de KKB importe peu, mais c'est comment dire, l'institution qui a été créée en vue d'organiser des séances pour qu'on ait à la réconciliation qui est plus important. KKB attaque un individu, nous n'avons rien contre sa personne, mais pour nous, la mission qu'on lui a confiée, nous demandons qu'il soit indépendant et qu'il soit réel et qu'il touche les vrais problèmes qui vont amener à la réconciliation nationale. Vous avez vu Bani qui a dirigé, comment dire, la commission vérité et réconciliation à l'époque, mais vers la fin, les conclusions de Bani n'ont pas pu être exécutées et les conclusions n'ont pas pu être appliquées. Il a même demandé à son temps d'aller rencontrer le président Laurent Gbagbo en vue de parfaire la réconciliation. L'ordre n'a pas été donné à Bani dans ce sens. Est-ce que KKB aura les mains libres? Il peut être peut-être animé de bonne volonté, mais s'il n'a pas les mains libres pour toucher les vrais problèmes qui vont aboutir à la réconciliation vraie des Ivoiriens, il ne pourra pas réussir sa mission. Si nous autres, nous voulons la réconciliation, parce que c'est dans la paix et dans la sécurité que le FPI progresse. Nous, on a pour credo une alternance pacifique à la démocratie. Nous sommes un parti non violent, nous sommes un parti qui est attaché à la démocratie. Donc pour nous, les guerres, les machettes qu'on voit sur le terrain là, n'est pas propice à, comment dirais-je, l'expression de la démocratie. Nous sommes donc pour la réconciliation nationale. Donc le fait de créer ce ministère, je crois que M. Alassane Ouattara nous rejoint dans donc notre idée de ce que la Côte d'Ivoire n'est pas encore réconciliée. La vraie réconciliation des cœurs qui va envoyer la paix en Côte d'Ivoire n'est pas encore faite. Et donc, il faut qu'il y dégage assez de moyens, assez de volonté politique pour que cette paix-là soit réelle et durable dans notre pays. KKB serait en ce moment à Bruxelles. Vous pensez qu'il va rencontrer le président Gbagbo? Bon, je crois que si il est, comment dirais-je, il a la volonté et qu'il est, comment dirais-je, investi d'une mission noble, le président Gbagbo, c'est un homme ouvert. Il est ouvert au dialogue, il est ouvert à la réconciliation nationale. S'il a même, je l'ai dit tout à l'heure, reçu Afri Guessan, qu'il avait vu pendant un mois donné, c'est pas, bon, dans le cadre de la réconciliation nationale, si KKB, comment dirais-je, lui adresse un courrier que son programme le permet, le président Gbagbo ne va pas faire d'obstacle. Il a déjà reçu, d'ailleurs, quand il était, en 2015, quand il était à la prison de l'AR, il a reçu KKB, il avait reçu Charles Blé Goudé en son temps. Donc, c'est pas maintenant là que le président Laurent Gbagbo, qui est un homme ouvert, ne va pas recevoir KKB pour lui donner des orientations, attaquer son fils, des orientations. Donc, KKB donc, devra se servir pour parfaire son chemin de la réconciliation en Côte d'Ivoire. Monsieur Daï Nestor, vous êtes candidat aux prochaines élections législatives à Gagnoua, n'est-ce pas? C'est chez vous, à Gagnoua? À Gagnoua? À Gagnoua commune, c'est chez moi. Ok. Oui, Gagnoua commune. Gagnoua commune, ok. Vous êtes dans la politique depuis longtemps, depuis étudiant, et vous êtes allé en prison pour vos idées, tout ça. Mais je veux dire, vous êtes candidat, c'est quoi vos projets pour votre parti et votre pays, la Côte d'Ivoire? Ok, ces élections législatives arrivent à une période très importante de la Côte d'Ivoire. Le député n'est pas un acteur de développement. Le député, c'est quelqu'un qui, donc, l'Assemblée nationale, en quelque sorte, c'est un chemin pour pouvoir arriver à vos objectifs. Je veux dire, vous comptez aujourd'hui faire que dans le quota. C'est pas le député qui construit les écoles, c'est pas le député qui fait les routes, c'est pas le député qui fait les électricités. C'est pas le député. Le député n'a pas de budget pour ça. Son rôle, c'est de voter des lois. Son rôle, c'est de proposer des lois. Son rôle, c'est de s'opposer à des lois qui n'arrangent pas la nation. Or, nous avons vu en Côte d'Ivoire ici des députés qui se sont réunis par un secours l'année dernière pour dire que les Ivoiriens doivent payer les cartes d'identité à 5 000 francs. Et alors qu'on sait la pauvreté de chaque Ivoirien. Cela a créé beaucoup de difficultés. Et les Ivoiriens aujourd'hui ne sont pas prêts à accepter, à voter des députés qui ont pris des lois cyniques contre eux. Nous voyons aujourd'hui des parlements de dames qui ont des propos, comment dirais-je, même à la hauteur de la Côte d'Ivoire, à la hauteur des députés. Nous avons vu des dames qui sait ici en Côte d'Ivoire.
qui humilie notre État à l'extérieur. Je crois que c'est pour des raisons comme ça, pour la dignité même du peuple africain qu'il faut des députés. Et aujourd'hui, notre pays a besoin donc des députés qui vont faire loi pour grandir la Côte d'Ivoire. La situation du président Laurent Gbagbo, qui a reçu ses 2 passeports et qui ne peut pas la Côte d'Ivoire. Et le Parlement ne dit rien. Tu vois, il y a beaucoup de choses dans ce sens. Or, la loi permet à Gbagbo Laurent de rentrer en Côte d'Ivoire. La loi permet à Gbagbo Laurent de rentrer dans ses droits parce qu'il a été acquitté à la Cour pénale internationale. La loi permet beaucoup d'avantages pour lui. Mais ce sont ces lois-là que les députés devaient rappeler en conciliation. Les députés ont un rôle aussi de conciliation, ont un rôle de cohésion sociale. Okay. Donc voilà un peu pourquoi nous sommes candidats à la députation. Et quand on aura la majorité parlementaire, nous allons donc avoir, comment dirais-je, de l'influence sur les lois qui vont venir au Parlement dans les années à venir. Parlant d'influence et d'objectifs, est-ce que vous comptez vous parmi, personnellement, est-ce que vous comptez vous parmi la génération qui va diriger la Côte d'Ivoire après celle de Ouattara, Gbagbo et Bédié? Oui, mais je suis en politique, un homme politique que je suis rentré en politique. Effectivement, c'est normal que j'ai des ambitions, mais dans une équipe, dans une famille, dans un parti politique que le Front populaire ivoirien. Nous sommes donc conscients de la responsabilité que nous avons de redresser la Côte d'Ivoire dans les 20 années à venir. Donc, il est de notre responsabilité de nous engager franchement, honnêtement, pour que la Côte d'Ivoire, d'ici 20 ans, soit une Côte d'Ivoire réconciliée, une Côte d'Ivoire de paix, mais une Côte d'Ivoire qui respecte les us et les coutumes de notre pays. On parle de réconciliation encore, revenons, parce que c'est un mot qui est vraiment en ce moment cher au président Alassane Ouattara et à toute la Côte d'Ivoire. D'ailleurs, ce pays-là qui est très actif économiquement, qui est dynamique, et on souhaite vraiment que tout se rétablisse comme avant. Donc, on parle d'ouverture de nouveaux gouvernements après les législatives. Si éventuellement le président Ouattara vous tendait la main, vous, FPI et autres oppositions, pour entrer dans le gouvernement, quelle serait votre réaction? Je crois que le FPI a ses mécanismes de fonctionnement. En 2011, par exemple, après la crise post-électorale, le gouvernement de Soro Guillaume, qui était Premier ministre d'alors, avait adressé dans ce sens-là un courrier au FPI. Le FPI s'était réuni sous la houlette de Mamadou Koulibaly pour voir si on devait aller participer au gouvernement ou pas. Le comité central s'est réuni, on a dit non, on ne va pas. Et Mamadou Koulibaly a donc rendu compte à Soro Guillaume. Mais après, quelques jours après, il a démissionné parce que peut-être que lui, c'était sa volonté. Non, nous avons des mécanismes de fonctionnement. Le cas échéant, si des propositions sont faites, le comité central, qui est le Parlement du FPI, va se réunir pour analyser les propositions et discuter en profondeur. La décision du comité central sera donc la décision de Daï Nestor et la décision de l'ensemble du parti. Ok. Monsieur Daï Nestor, votre mot de fin? Je voulais donc vous dire merci. Merci pour tout ce que vous faites pour que la vérité soit de mise, pour que l'information réelle sur la Côte d'Ivoire passe à l'extérieur. J'ai vu votre engagement tout à l'heure, votre détermination à avoir Daï Nestor en direct. Ça n'a pas été facile. Et donc, je crois que je vous encourage à continuer dans ce sens. À l'ensemble donc des Ivoiriens de la diaspora et comment dirais-je, du monde entier, je voulais leur dire qu'il y a de l'espoir en Côte d'Ivoire. On ne doit pas désespérer de notre pays. Nous sommes une génération au combat pour la dignité de la Côte d'Ivoire, combat pour restaurer donc, comment dirais-je, la Côte d'Ivoire pour qu'elle soit dans les années à venir un État démocratique, un État prospère, un État de justice où donc règne l'État des droits. Nous sommes au travail en cela et c'est ce qui a fait que cette année nous sommes candidats aux élections législatives. Le fait d'être candidat, ça a été donc une décision de notre parti en comité central. C'est pas la décision d'un bloc contre un autre, non. C'est tout le parti réuni en comité central. La majorité a décidé qu'on parte aux élections donc législatives. Nous y sommes, nous nous battons comme nous pouvons. L'objectif, c'est d'avoir la majorité parlementaire, en fait, d'influencer les décisions du gouvernement et de faire en sorte que, comment dirais-je, les Ivoiriens vivent en paix, vivent donc dans l'accord et dans l'harmonie totale. Je voulais donc dire merci à votre chaîne de télévision sur Facebook et vous souhaiter bon vent et que la paix et la concorde soient démise dans notre pays pour que vive la Côte d'Ivoire pour les prochaines années. Je vous remercie. Merci, M. Daï Nestor. Merci encore d'avoir accepté pris de votre temps chargé pour nous accorder cette entrevue. Merci à la représentation du FPI d'avoir facilité cette entrevue, mais aussi à vous. Merci de nous suivre. Je recevais aujourd'hui M. Daï Nestor, une figure de l'opposition ivoirienne, le secrétaire national de la JFPI,
jeunesse du Front populaire ivoirien, le parti de l'ex-président Laurent Gbagbo, qui est Daï Nestor, qui est candidat à Gagnoua commune, c'est ça, vous avez dit Gagnoua commune? Oui, Gagnoua commune. Gagnoua commune aux prochaines élections législatives en Côte d'Ivoire. Donc, nous avons parlé de l'actualité politique ivoirienne et puis notamment de sa candidature, de lui-même, de son parcours et aussi comment se porte le FPI aujourd'hui. Nous sommes ouverts, si cela vous intéresse à participer à cette émission, contactez-nous. Selon ce que les thématiques que nous avons discutées, vous êtes les bienvenus. Je suis Tom Galati, j'ai eu plaisir à vous entretenir. Merci encore à Daï Nestor. À la prochaine. Au revoir. Ok, à bientôt.